J'ai donc maintenant le plaisir de vous présenter nos 4 panélistes et je vais y aller donc de façon alphabétique. Monsieur André Gilbert cumule plus de 25 ans d'expérience en affaires, notamment en commercialisation à l'international, en B2B, dans le domaine des nouvelles technologies. André Gilbert a développé les marchés d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Europe, du Moyen-Orient et même de l'Asie Pacifique. Il occupe actuellement les fonctions de vice-président partenariat chez JIT Base dans le domaine du manufacturing et chez Facilitis dans le domaine du video conferencing. Précédemment, André Gilbert a occupé les postes de vice-président vente et marketing chez CS Canada, spécialisé en communication et logiciels de sécurité. Et il a été également vice-président vente chez Adent, spécialiste en semi-conducteurs. Notre deuxième panéliste est M. Robert Héroux. Voilà. Alors, M. Héroux possède lui aussi une vaste expérience acquise au cours de plus de 30 années chez IBM, dont les 16 dernières années dans des domaines exécutifs au niveau international. Il compte de nombreuses distinctions, notamment le IBM Global Vice President of Marketing Award. Chez Fresh Solutions, à titre de chef de la direction commerciale, les ventes ont plus que doublé. Le pipeline d'opportunités était passé de 36 à 210 millions de dollars américains et le nombre d'employés avait pratiquement doublé à 430, le tout en moins de 16 mois sous sa gouverne. Robert Héroux a enseigné au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke, à l'École de technologie supérieure et aussi en Algérie. Il est bachelier en administration des affaires de HEC Montréal. Il a complété de nombreuses formations de pointe, évidemment, en marketing et en vente. Notre troisième panéliste conférencier est M. Xavier Godmer. M. Godmer est président de Lazerax, entreprise qu'il a cofondée en 2010 avec M. Alex Fraser à Québec. Lazerax travaille conjointement avec les plus grandes entreprises manufacturières du monde pour l'implantation de solutions de nettoyage et de marquage laser automatisé, établissant de nouveaux standards dans l'industrie, notamment en termes de traçabilité. Lazerax est aujourd'hui présente dans une vingtaine de pays et ses solutions sont notamment utilisées dans les programmes de Tesla, BMW, Mercedes, Audi, en fait pratiquement tous les grands manufacturiers internationaux. Lazerax a des bureaux aux États-Unis, au Mexique et en Allemagne et elle exporte aujourd'hui plus de 85 de sa production. M. Xavier Godmer est membre du comité de développement régional de la capitale nationale. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en génie physique de l'Université Laval. Notre quatrième panéliste est M. Pierre Moisan. Alors, Pierre Moisan est un pionnier de l'industrie canadienne en divertissement interactif, comptant lui aussi plus de 25 ans d'expérience. Avant de se joindre à l'équipe du CEIM en 2015, Pierre Moisan a notamment été vice-président de Megatoon, président fondateur des studios Art Media, producteur chez Ubisoft et pendant 9 ans, vice-président stratégie corporative de Frima, ainsi devenu le plus important studio indépendant du Canada. Pierre Moisan a développé un important réseau de contacts d'affaires à travers le monde, particulièrement dans le domaine des nouveaux médias et des jeux vidéo. Il organise depuis plusieurs années déjà des missions à l'étranger, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. Il préside le conseil d'administration du Centre de développement et de recherche en intelligence numérique, le CEDRIN. Pierre Moisan est détenteur d'un baccalauréat en droit et d'une maîtrise en relations internationales de l'Université Laval. Il a également poursuivi ses études à l'Université de Montpellier. Alors, super groupe de panélistes que je remercie tout de suite d'entrée de jeu d'avoir accepté de se joindre à nous pour ce webinaire. J'ai préparé quelques questions pour animer la discussion, des questions qui sont quelque peu personnalisées en tenant compte du profil de chacun d'entre eux. Je vais débuter par M. Xavier Godmer. Donc, M. Godmer, vous avez cofondé en 2010. 2010, c'est quand même relativement récent. Une entreprise qui développe des solutions qui sont dans le domaine, entre autres, du marquage laser, destinées à des grandes entreprises automobiles. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce qu'il en est au niveau de décrire plus précisément la nature du produit que vous avez développé? Et en sous-question, qu'est-ce qui vous a incité, motivé à vous lancer dans ce secteur plus spécifique?
Monsieur Godmer, il faudrait ouvrir votre micro. OK, merci. J'avais pas l'accès pour le faire. C'est bon. Bonjour à tous. Merci pour l'introduction, Serge. Donc, c'est ça, la Xerax, ça a été très bien décrit. En fait, on est une jeune entreprise quand même, fondée il y a 10 ans, qui s'est, avec le temps, spécialisée dans la fabrication de systèmes de marquage laser. En fait, notre particularité, c'est qu'on fait les systèmes les plus rapides au monde, qui sont utilisés dans les industries où la production, la cadence de production est très élevée, donc particulièrement au niveau du secteur automobile, en fait. Donc, on s'est fait un créneau de performance, en fait, dans ce secteur-là. Et aussi récemment, là, je dirais, il y a 3 ans, on a ouvert un autre créneau qui est extrêmement porteur pour nous de croissance là, très rapide, qui est le nettoyage laser, donc qui est moins connu un petit peu, mais qui est très, très utilisé en fait dans la fabrication des composantes de véhicules électriques, notamment dans les batteries de véhicules électriques. Donc, je vous dirais que c'est les deux principaux créneaux. Pour répondre à votre seconde question, en fait, comment on en est arrivé là, ça a été une succession de market pool. Donc, initialement, la Xerax, quand on a débuté il y a 10 ans, ce n'était pas du tout ça qu'on pensait faire en tant qu'entreprise. On s'était lancé, en fait, dans l'industrie de fabrication de produits d'hygiène personnelle. Et donc, ça a été à la fois des succès, mais des échecs aussi commerciaux qui ont fait en sorte qu'on a pivoté vers cette industrie-là qui est l'automobile. La façon que ça s'est fait, encore une fois, très grandé sur le marché. Donc, on a près des clients. Puis, initialement, en fait, bon, le secteur automobile, ce n'est pas un marché qui est abordable, en fait, là, c'est très conservateur. Percer le secteur automobile, c'est un défi en soi. Nous, on l'a fait à travers les alumineries du Québec. Donc, à un certain moment dans notre vie, là, il y a plusieurs années, les alumineries, il y a une aluminerie au Québec qui s'est intéressée à nous. Et on a développé avec eux une technologie justement très, très rapide pour marquer des lingots d'aluminium. Et curieusement, ça a été notre porte d'entrée vers le secteur automobile, c'est-à-dire que ça nous a permis de suivre le lingot, en fait, parce que les fabricants de pièces automobiles achetaient des lingots, on en achète toujours aujourd'hui. Donc, on est devenu un fournisseur reconnu dans l'industrie de la fabrication d'aluminium et on s'est servi de ça pour aller chercher nos premiers comptes dans le secteur automobile. Écoutez, extrêmement intéressant ce que vous nous dites là. Donc, ça n'a pas été l'industrie automobile, ce n'était pas le premier marché, vous l'avez mentionné. Vous avez quand même saisi les opportunités qui se présentaient avec vous, notamment dans le domaine donc, de l'aluminium. Comment avez-vous réussi néanmoins à aller chercher vos premiers clients ou votre premier client? Premier client, c'est souvent le plus difficile lorsqu'on n'est pas connu, lorsqu'on n'a pas déjà une réputation. Puis je présume que dans des industries qui sont quand même bien établies, vous l'avez dit, un peu conservatrices aussi, le fait de faire affaire avec une toute jeune entreprise, est-ce que ça peut soulever également certaines inquiétudes au niveau du service après-vente, la pérennité de l'entreprise et autres? Alors, comment avez-vous réussi à identifier et aller chercher votre premier client et répondre peut-être à ces défis? Oui, en fait, je pense que toutes les entreprises font face à ce défi-là, surtout quand on parle à l'international, hein. Donc, localement au Québec, ça a été quand même, ça a bien été de rentrer dans le secteur des alumineries, donc en jouant la carte fleuron québécois, puis on a eu beaucoup d'aide, en fait, du tissu économique là, autour de l'aluminium au Québec. Maintenant, c'est sûr que ça a été complètement différent le jour où on a décidé de percer à l'international dans le secteur automobile. Ce qui nous a ouvert la porte, c'est vraiment les fameuses alumineries. Donc, en étant référés par des Rio Tinto de ce monde, des Alcoa, des alumineries Alouette, ben, eux nous ont référés à des clients qui éprouvaient le même genre de problème au niveau de la traçabilité. Donc, ça a été la brèche qui s'est ouverte, mais ça n'a pas été, on n'était pas sur l'autoroute, là. C'était pas gagné. Les enjeux auxquels on a fait face, là, je dirais, il y en a 3 principalement. Le premier, ça a été vraiment la différenciation technologique, hein. Quels sont nos différenciateurs, puis à quel point est-ce que ce sont des démonstrateurs, des différenciateurs, pardon, qui sont forts. Je me souviens, notre premier appel d'offres en France, dans le premier client automobile, on était 17 compagnies à soumissionner. On était la seule compagnie canadienne. Les 16 autres compagnies étaient européennes.
Et ça a été là, le plus gros défi de tous, ça a été de convaincre le client de la supériorité de notre équipement. Puis ça, on l'a fait là, bien sûr, on avait un bon produit qui se démarquait, mais par un engagement, il n'y avait pas de plan B. Là. Le plan B, c'était que le plan A fonctionne, puis le plan A, c'était de convaincre le client qu'on avait le meilleur produit, puis lui démontrer. Fait qu'on a investi à faire des démonstrations sur site, laisser l'équipement pour que le client puisse l'utiliser. On a vraiment là, un clé en main pour que le client ait une expérience irréprochable. Puis quand c'est devenu sérieux, justement, ben là, on est tombé plus dans la capacité à les supporter. Là. Dans l'automobile, les équipements roulent 24 heures sur 24. Ça prend des pièces de rechange disponibles s'il y a un bris qui arrive. Donc, ça a été encore une fois de faire preuve d'un engagement vers le succès du client qui était irréprochable. Donc, dès qu'on avait l'occasion, on allait le visiter fréquemment, même si on n'avait pas encore la première vente. Là. Personnellement, je suis allé 4 ou 5 fois pour démontrer qu'on était présent, puis qu'on était là, puis qu'on voulait faire affaire avec lui. Mise en place d'une hotline pour que justement, si le client avait besoin de quelque chose, il pouvait nous rejoindre 24 heures sur 24. On a mis des systèmes en consignation chez le client gratuitement pour justement le sécuriser. Et puis finalement, la dernière chose qu'on a eu à faire, c'est, puis ça, c'est encore vrai tous les jours, c'est de démontrer la solidité financière de l'entreprise. Puis quand on est une jeune entreprise, c'est pas nécessairement évident à faire. Nous, c'est sûr que on a eu du financement dans l'entreprise à plusieurs étapes, mais on a vraiment leveragé nos partenaires financiers. Ultimement, la façon qu'on a eu de sécuriser le client, c'est d'accepter, en fait, c'est drôle à dire, mais c'est d'accepter des termes de paiement qui n'étaient vraiment pas avantageux. C'est une pratique qui est courante dans notre industrie, c'est-à-dire que si le fournisseur est prêt à accepter des mauvais termes de paiement, ça veut dire qu'il y a une certaine solidité financière. Alors que si le client doit seulement tout se faire payer upfront, ben ça veut dire qu'il n'est peut-être pas assez solide. Donc, nous, on a facilité la vie de notre client pour justement en prenant un risque au niveau financier, au niveau des termes de paiement, puis en se disant, ben, au final, il faut livrer la marchandise parce que si on ne la livre pas, ben, on ne sera pas payé. Très intéressant l'aspect financier que vous mentionnez. Est-ce que EDC vous a été utile? Avez-vous recouru à leur service? Absolument, puis c'est toujours le cas. À cette époque-là, en fait, je ne sais pas si dès le début on l'a fait. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, EDC, c'est en termes de garantie de prêt, entre autres, là, parce que c'est toujours vrai, on n'a pas des meilleurs termes de paiement 3-4 ans plus tard. Là, c'est toujours un facteur de stress pour l'entreprise. Donc, oui, on veut gérer notre risque à travers des outils financiers. Puis EDC est un excellent partenaire en ce sens-là, là, qu'on assure des contrats, je dirais, quasi systématiquement avec eux pour gérer notre risque financier. Excellent, excellent. Si le temps te permet, on y reviendra peut-être tantôt, M. Godmer. Notre prochain panéliste, c'est M. Robert Héroux. Et j'ai préparé quelques questions un petit peu personnalisées, si vous me permettez l'expression. Donc, vous avez œuvré pendant plus de 30 ans dans une multinationale bien connue, IBM, dans un profil un peu pas mal différent de l'entreprise de Lazerax. Mais je ne doute pas que les défis, même lorsqu'on est une multinationale, sont très importants. Vous avez fait donc plus de 16 ans dans des postes exécutifs, particulièrement à l'international. Quels étaient les principaux défis, évidemment, en termes de développement à l'international que vous avez dû relever? Merci beaucoup, Serge. Merci au CIM et à ses partenaires pour le séminaire. Pour répondre à la question, je dirais le défi d'IBM, c'était d'être présent dans 164 pays à travers le monde. Évidemment, dans tous les continents, avec énormément de défis de langue et de façon de faire affaire. Et le défi était de standardiser tout ça, tout en permettant la localisation. Et je pense que peu importe la taille de l'entreprise, dès qu'on commence à faire affaire dans plusieurs pays à travers le monde, le défi des langues se pose, le défi de la localisation, le défi des différentes cultures. C'est important d'être flexible, mais à la fois, c'est important aussi d'avoir un certain niveau de standard, de façon de faire affaire, sinon ça devient invivable. Donc, le défi était vraiment au niveau de standardiser et localiser et de marcher sur cette ligne fine-là. Le deuxième défi, c'est évidemment dans la façon d'amener un produit au marché. La complexité avec IBM, c'est que la gamme de produits, elle était énorme. Ça allait à l'époque du simple PC ou de l'imprimante jusqu'au contrat d'impartition à 500 millions par année. Et donc, nous, c'était de prendre différentes façons d'amener une offre de service au marché. Enfin, il y a ce qu'on appelle une route au marché. Il y a 21 façons d'amener un produit technologique au marché.
que ce soit à travers nos propres ressources, que ce soit consultant, directeur de compte au téléphone, catalogue, site web. Donc, toutes les ressources internes, mais aussi les ressources externes, que ce soit un distributeur ou un distributeur à valeur ajoutée, ou un revendeur à valeur ajoutée, ou un VAR, un VAD. En tout cas, il y a énormément de façons d'amener un produit au marché. Et c'est de choisir les meilleures façons en fonction du comportement d'achat du client et aussi en fonction de où le produit se situe dans son cycle de vie et également des considérations financières. Donc, on est passé de 21 routes au marché à 7. Question de standardiser nos approches. C'était essentiellement le premier défi. Le deuxième, c'est d'avoir une approche commerciale intégrée, c'est-à-dire de regarder, de se mettre dans la peau du client et d'éviter d'avoir des silos à l'intérieur de l'entreprise. Donc, d'avoir, par exemple, un département marketing qui génère de la demande, qui passe des leads aux ventes, qui passe des opportunités à la livraison, etc. Mais d'avoir une approche commerciale qui évite ces silos-là. Et pour le client, c'est transparent de faire affaire avec les services marketing ou vente ou livraison. Ils font affaire avec IBM. Donc, d'être capable de rendre cette transparence-là aux clients puis de vraiment coller à leur façon d'acheter. Excellent, excellent. Évidemment, les jeunes entreprises, notre clientèle type, qui n'ont ni la réputation, ni l'infrastructure, ni les moyens d'IBM, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre expérience, de votre enseignement? Qu'est-ce que vous pouvez transposer dans un contexte de jeune entreprise technologique qui veut développer son marché à l'international ou qui est déjà, mais veut l'accélérer? Moi, je pense que la taille a très peu à voir. IBM faisait face au même défi qu'une PME. Je travaille avec des PME depuis une dizaine d'années de façon très étroite. Je pense qu'on a tous un défi ou des défis communs. Le premier, c'est qu'on a tendance souvent à se centrer un peu trop sur nous-mêmes et de penser à nos offres, nos avantages compétitifs, nos façons de faire et d'oublier le client dans le processus. Moi, je dirais que la première leçon, c'est de vraiment bien comprendre le client et de vraiment se mettre dans la peau du client et voir c'est quoi le problème qu'ils réalisent ou qu'ils ne réalisent pas, mais c'est quoi les problèmes qu'ils ont. De se concentrer aussi sur leur processus d'achat. On se concentre beaucoup sur notre façon de vendre, mais on se concentre très peu sur comment le client achète. Et souvent, le client ne sait pas comment acheter. Quand on pose la question au client, c'est quoi votre échéancier, c'est quoi les étapes, qui sont les gens qui vont être impliqués, souvent le client l'ignore. Donc, d'aider le client à progresser dans leur cycle d'achat et de leur donner les outils pour, s'éduquer, comparer, etc. Aussi, offrir le produit là où est-ce que le client veut l'acheter. Souvent, on impose nos façons de faire. Ça, c'est un des défis chez nous. Il y a une façon d'acheter, c'est notre façon. Être capable d'avoir assez de flexibilité pour dire « c'est comme ça que vous voulez acheter, on va vous l'offrir de cette façon-là ». Donc, d'être carrément au service du client. Et ça fait un peu référence à ce que Xavier vient de mentionner. Et finalement, il faut focuser sur notre crédibilité. On oublie souvent qu'un processus d'achat chez un client, c'est un processus de gestion de risque. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que j'achète le bon produit? Est-ce que le fournisseur est fiable? Est-ce que le fournisseur est financièrement solide? Donc, un client qui achète, c'est une gestion de risque. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que ça a un impact sur ma carrière si je me trompe? Et donc, c'est d'accompagner le client dans cette gestion de risque-là et de focuser sur notre crédibilité, ce qui veut dire des bonnes références, documenter les bénéfices, avoir des études de cas si possible, avoir un CA ou un comité aviseur avec des noms qui inspirent confiance aux clients ou aux prospects. Il y a un paquet de mécanismes qui peuvent rassurer le client dans son choix. Merci. Les petites entreprises, nos clients, quand je dis petites, là, c'est en termes de taille, de moyens financiers.
mais c'est certainement pas en termes de qualité, d'innovation et autres. Alors, on a la chance depuis longtemps, nous, de travailler avec de jeunes entreprises. Je devrais peut-être utiliser plutôt cette expression-là, ce serait plus juste. Donc, de jeunes entreprises, est-ce qu'elles ont des atouts malgré leur taille et leur taille réduite, les moyens financiers, entre autres au tout début, qui sont plus limités? Si vous aviez à souligner certains atouts de ces entreprises-là par rapport à des multinationales comme IBM, par exemple? Il y en a plusieurs, en fait, puis quelques-uns qui m'ont mis en tête, c'est la capacité de réagir rapidement. L'agilité que les petites entreprises peuvent avoir, la capacité de s'adapter rapidement aux demandes des clients, le temps réponse qui est beaucoup plus court, c'est-à-dire la capacité de répondre rapidement à ce que le client demande. Moi, je pense que ce sont tous des atouts qui jouent en faveur d'une entreprise de plus petite taille. Il y a par contre des défis. La contrepartie de ça, c'est de s'assurer qu'on ne s'éparpille pas. Les ressources sont limitées pour une petite entreprise et généralement, on va avoir tendance à vendre par opportunité. Un client, il y a une opportunité qui se présente, on va l'accepter, alors que des fois, on devrait la refuser. L'importance de se concentrer sur ce qu'on fait de bien, sur lequel on est très compétitif, sur lequel on a des avantages concurrentiels marqués. Donc, je dirais en faire moins, mais plus souvent. Donc, do less, scale. Excellent. Merci. Merci de cette perspective, Robert. Quelques questions maintenant pour M. André Gilbert, notre panéliste. André Gilbert, donc, qui a plus de 25 ans d'expérience dans des postes de haute direction dans le domaine des logiciels, semi-conducteurs, manufacturing. Je l'ai mentionné tantôt. Vous avez notamment développé les marchés sur pratiquement tous les continents. Il y a un aspect qui m'intrigue personnellement, et peut-être plusieurs autres aussi, c'est la question de la culture de d'affaires. Bien sûr, si on fait affaire avec des pays nord-américains, européens, ça nous est plus familier. Vous parlez donc espagnol, ça facilite évidemment la chose là, dans certains pays pour pouvoir communiquer, transiger. Mais au-delà de la langue, quels sont les aspects de culture d'affaires que vous avez dû prendre en compte dans votre expérience là, au développement international? Merci, merci Serge, puis merci pour cette opportunité. C'est certain que les enjeux de commerce internationaux, d'avoir un très bon produit, puis d'avoir une bonne valeur ajoutée, ça c'est le ticket d'entrée. Ensuite, ben, entre en jeu, comme vous le mentionnez, là, les aspects culturels et de faire les affaires. Puis, ben, il y a un aspect de langue, puis un aspect de coutume locale. Il est très, bon, surtout moi j'ai travaillé dans le domaine B2B, en technologie, principalement auprès de PME, 25 à 200 employés qui vendaient à des grands joueurs internationaux. Donc, il y a déjà des canaux existants, là, des revendeurs, des agents manufacturiers ou autres. Donc, quand on se retrouve dans des pays peut-être plus exotiques, là, donc c'est sûr que d'avoir un partenaire local qui, lui, va effectivement amener cette connaissance des us et coutumes locaux est important, mais aussi tout ce qui est la logistique, là, juste se déplacer à Tokyo, ou à Shanghai, ou à Beijing, ou au Brésil ou autre, c'est moins facile qu'on pourrait l'imaginer. Cela étant dit, il est quand même possible, puis on a une participation personnelle. Moi, je pense qu'il m'a aidé beaucoup, c'est mon intérêt réel, puis profond pour les cultures, l'art, la cuisine étrangère. Je me souviens d'une visite à Bogota, en Colombie. La veille d'un rendez-vous avec mon partenaire, j'étais allé visiter le musée Botero, qui est natif de l'endroit. Puis, quand je lui en ai parlé le lendemain, j'ai dit, écoutez, M. Botero est un grand artiste international. Moi, je l'ai vu à Montréal et je l'ai vu au Louvre à Paris, ce qu'il ne savait pas. Il en était tellement fier que, écoute, je pense que je venais de lui faire une fleur un artiste qui était très reconnu localement. Moi, je lui mentionnais qu'il était reconnu internationalement.
Puis, si j'avais eu une faveur à lui demander, ce qui n'était pas le cas, là, elle aurait été exaucée. Donc, il faut s'intéresser aux gens, aux cultures, échanger avec, sur leur vie locale. C'est une bonne façon de créer des liens puis de démontrer notre intérêt. Parce qu'à la fin, on ne travaille pas avec des entreprises, on travaille avec des individus. Puis, si on est agréable et intéressé, intéressant, bien, ça rend tout plus facile. Vous avez mentionné, André, l'utilité ou la nécessité d'avoir un partenaire local. Pouvez-vous élaborer un petit peu à ce sujet-là de quel profil et comment trouvez-vous un tel partenaire local? Ben, Robert a bien mentionné le point important. C'est que dans le fond, l'idée, c'est qu'on veut mettre le produit où le client voudrait l'acheter. Donc, à titre d'exemple, moi, j'ai vendu chez Ardent ce qu'on appelle des IP Core, donc qui est un code qui va à l'intérieur d'un semi-conducteur pour réaliser une fonction qui était de la compression vidéo à ce moment-là. Puis, là, on a regardé un manufacturier, puis nos clients potentiels, des manufacturiers de semi-conducteurs. Puis la question première, c'est où ces compagnies-là aimeraient les acheter. Puis en Amérique du Nord, les études de marché ont déterminé qu'ils voudraient bien l'acheter directement. Donc, on a vendu à Google, puis à Microsoft, puis à Samsung dans une relation directe. Si on prend en Asie, qui était le deuxième marché, qui était Taïwan, Chine, Japon et Corée, il y avait déjà sur place des entreprises qui revendaient ce type de technologie-là de différents manufacturiers, soit européens et américains, dans leur pays régional. Donc, nous, on ajoutait un produit à l'intérieur d'une gamme de produits existants. Ça, c'était un fit parfait parce qu'eux, ils avaient déjà la connexion avec le client. Ils avaient déjà aussi les portes les portes ouvertes parce qu'ils amenaient des technologies de pointe nord-américaines ou européennes, puis nous, ils donnaient un accès au marché. Il faut regarder, dans le fond, le client où il aimerait l'acheter, puis si ça existe, on ne le réinvente pas. Donc, on va aller se greffer à ces canaux-là, qui seraient soit des revendeurs ou des agents ou de différentes sortes. Intéressant, merci de l'information. Aujourd'hui, l'objectif aujourd'hui n'est pas de parler des différents programmes d'aide gouvernementaux à l'exportation. On y reviendra lors d'un autre webinaire. On a fait référence tantôt à EDC avec M. Godmer. J'aimerais quand même vous poser la question en ce qui concerne les programmes particulièrement de Affaires mondiales Canada. Donc, un réseau de délégués commerciaux qui est important à travers le Canada. Plusieurs de nos clients l'utilisent, mais pas tous. Avez-vous eu l'occasion, vous, M. Gilbert, d'utiliser le réseau de délégués commerciaux d'Affaires mondiales Canada? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça vous a apporté? Sachant que Affaires mondiales Canada, donc, ils ont des gens qui sont issus localement du pays. En d'autres mots, là, si vous parlez à des délégués commerciaux qui sont basés, je ne sais pas, à Sao Paulo, ben, vous allez avoir aussi vraisemblablement affaire non seulement à des expatriés canadiens, mais aussi à des employés qui sont localement recrutés. Alors, si on revient un petit peu à la question du réseau de contacts, réseau d'affaires, l'aspect culturel et autres, dans quelle mesure Affaires mondiales Canada a-t-elle utile pour vous dans votre carrière? Écoutez, moi, je suis un grand fan des délégations canadiennes à l'étranger. C'est des gens qui sont intelligents, empathiques, extrêmement connaissants de leur marché. Écoutez, on dirait qu'ils sont tous faits sur le même moule. Moi, j'en ai rencontré dans plus de 20-25 pays et ils ont tous la même approche à grande valeur ajoutée. Donc, et c'est des partenaires là, à solliciter. Cela étant dit, ben, eux, ils voient beaucoup de gens, puis il ne faut pas arriver là, en mode touriste, là, donc avec peu d'informations, etc. Quand on désire faire affaire dans un pays, ben, il faut s'informer sur le réseau de revente, de clientèle potentielle. Et puis, moi, ma première étape avec eux, c'était toujours de valider mon plan d'affaires local. Donc, parce qu'eux, dans le fond, ils ne sont pas experts dans mon domaine, ils sont experts sur les us et coutumes locaux, etc. Puis, deuxièmement, souvent, je les utilisais pour valider au niveau de m'orienter pour faire une validation d'un partenaire potentiel.
Ici, au niveau financier et légal, on a Dun & Bradstreet, on a d'autres créneaux, mais en Corée, puis en Chine, puis à Tokyo, comment on fait pour valider qu'une entreprise a vraiment 25 employés, puis qu'elle est surtout son travail un petit peu à distance, etc. Ils ont été vraiment de grands supports. Puis ensuite, c'est de les tenir informés de nos activités quand on va sur place à l'avance. Et eux, ils ont un réseau de contacts extraordinaire qu'ils vont mettre à profit aux entreprises qui sont sérieuses puis qui ont une démarche soutenue et dynamique. Moi, que de bons commentaires puis que de belles expériences avec ces gens de très grande qualité à l'étranger. Excellent. J'aimerais souligner donc que le gouvernement du Québec a également un réseau de délégués commerciaux. Ils ne sont pas délégation donc, du Québec à l'étranger. Ils ne sont pas aussi nombreux, mais sont quand même très actifs dans des villes clés là, à travers le monde. Donc, c'est un service qui est gratuit, comme celui d'Affaires mondiales Canada. Ce qu'il faut recommander cependant aux entrepreneurs, comme vous l'avez dit, c'est d'être bien préparé. Alors, mais ces services-là, ce n'est pas limité exclusivement donc aux moyennes, aux très grandes entreprises. Les plus petites peuvent également s'en servir, mais il faut le faire de façon efficace dans l'intérêt de tout le monde. J'aimerais peut-être ouvrir la question aux autres panélistes, que ce soit Xavier, Robert ou encore Pierre, qu'on va entendre dans quelques minutes. J'ai quelques questions ciblées pour lui, mais en ce qui concerne les aides gouvernementales, fédérales ou provinciales pour développer son marché à l'étranger, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter à ce que André nous a déjà partagé avec nous? Pendant que les gens mettent leur micro on. Écoutez, il y a deux programmes fantastiques. Il y a CanExport au Canada, puis le programme PEX au Québec, qui sont tous deux des programmes dédiés à la commercialisation internationale, accessibles, simples pour l'entrepreneur à rencontrer les différents critères et qui permettent tout ce qui est les foires commerciales, les missions à l'étranger, l'embauche de consultants spécialisés et autres. Et souvent, c'est des produits, c'est des programmes qui peuvent se renouveler sur quelques années. Donc, PEX au Québec, CanExport au Canada, deux programmes fantastiques. Avec les délégations étrangères, autant canadiennes que québécoises, ces deux programmes-là, c'est vos quatre amis principaux pour l'exportation. Excellent, merci André. Sur la question donc de la culture d'affaires qui va bien au-delà de la maîtrise de la langue, là, est-ce que l'un ou l'autre de nos autres panélistes voudrait rajouter un petit peu son expérience là, à l'international sur les questions justement de maîtrise ou connaissance là, de la culture d'affaires locale? Moi, je dirais d'être très curieux. Souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter des impairs et d'éviter des fautes. Mais ça, c'est comme le minimum requis pour participer. Ce qui va nous différencier, c'est l'effort additionnel qu'on va faire, d'être curieux, de comprendre davantage la culture, de faire nos recherches avant et de faire des gestes aussi. Une des choses qui est commune à toutes les cultures dans le monde, il y a un seul trait qui est commun à toutes les cultures dans le monde, c'est le principe de réciprocité. Alors, peu importe où ce qu'on va aller dans le monde, que ce soit en France, en Chine ou en Australie, toutes les cultures ont ça en commun, c'est-à-dire de vouloir être réciproque, de faire des gestes réciproques. Alors, plus qu'on va s'ouvrir à l'autre, plus qu'on va partager des choses avec l'autre, plus que la personne en face de nous va se sentir obligée de faire la même chose. Et donc, à travers, c'est comme une spirale, une belle spirale. Et donc, c'est à cette façon-là qu'on va établir un climat de confiance. C'est de s'ouvrir un peu à l'autre, l'autre va s'ouvrir à nous. Et comme ils se sont ouverts à nous, on va s'ouvrir davantage à eux. Et là, il y a un climat de confiance qui s'établit. Donc, vraiment, utiliser à fond le principe de réciprocité. Merci, Robert. J'ai préparé quelques questions pour notre collègue Pierre Moisan. Donc, Pierre, 25 ans
peut-être même 30, hein, je ne vais pas vous vieillir, là, mais j'ai l'impression que c'est peut-être, on tend peut-être vers les 30 années, au moins 25 ans d'expérience, particulièrement dans le domaine des nouveaux médias, jeux vidéo. Depuis 6 ans déjà, vous travaillez presque exclusivement avec des jeunes entreprises qui démarrent ou qui veulent se développer. On a quand même plusieurs entreprises québécoises. Montréal est quand même un hub bien connu, entre autres dans le domaine des jeux vidéo. On n'est pas seul, on est en compétition ici même au Canada avec Toronto, Vancouver, mais c'est une compétition qui est très forte à l'échelle planétaire. La concurrence, donc le marché est croissant, mais la concurrence est aussi très, très féroce. On a quelques entreprises québécoises, même plusieurs qui se sont distinguées. Je pense à deux de nos anciens clients, Red Barrels et Sabotage Studio. Comment est-ce que nos petites entreprises qui démarrent, comment est-ce qu'elles peuvent réussir? C'est quoi les facteurs clés, en d'autres mots, pour qu'elles puissent performer? Et pour performer dans ce milieu-là, il faut performer à l'international. Alors, est-ce qu'il y a des points communs, des facteurs clés de succès de chacune de ces entreprises? Oui, au Québec, déjà, on est chanceux parce qu'on a un environnement privilégié, c'est-à-dire qu'il y a eu une innovation au Québec. On a donné des crédits d'impôt au salaire des boîtes de jeux vidéo et ça a donné une compétitivité. Ça a attiré des talents étrangers, des gros studios étrangers aussi. Ubisoft et compagnie, Warner sont tous venus ici. Puis ça a permis de partager des bonnes pratiques. Puis ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont quitté ces gros studios-là, qui ont dit, moi, je pars ma propre affaire. Et puis là, au Québec, ces gens-là, donc, avaient de l'expérience, avaient vécu les processus et puis les pratiques des grands. Puis ça les aidait déjà, il y avait déjà une structure parce que un des charmes du jeu vidéo et un de ses dangers, c'est la créativité. Sans créativité, point de salut, mais créativité débridée mène à rentrer dans le mur dans certains cas, puis je l'ai vu au cours de l'histoire du jeu vidéo au Québec. Ils appellent ça, par exemple, du feature creeping. C'est-à-dire que tu dis, ah, ça pourrait être plus beau. Ah, on devrait aller dans une forêt en plus d'aller sur la Lune. Puis là, à un moment donné, tu dis, wow, on a un budget et on a des délais à respecter. Donc, un des facteurs de succès, c'est d'avoir cette créativité-là, puis de ne pas la mettre en bride jusqu'à l'étouffer, mais de bien la contrôler. Puis ça, c'est un art que Sabotage et Red Barrels ont réussi à... Et en plus, ben, ils ont choisi un genre. Il faut connaître son marché aussi, parce qu'en jeu vidéo, il y a toutes sortes de jeux. Hein. Il y a des jeux d'action, il y a des jeux d'horreur, par exemple. Ben, Red Barrels a été pionnière dans les jeux d'horreur, des jeux qui font peur pour vrai, là, comme un film. Sabotage, ben, ils ont profité d'une mode, le retour du 8 bits. C'est-à-dire que si vous vous souvenez des premières consoles Nintendo, les personnages étaient la résolution basse, on voyait les pixels. Eh bien, il y a comme un retour nostalgique parce qu'il y a ce qu'on appelle maintenant les Nintendo Dad, c'est-à-dire les premières générations qui sont nées avec les consoles sont maintenant des parents, mais ils continuent à jouer, puis ils continuent d'en acheter. Fait que Sabotage, ils ont profité de cette vague des pixels et ils ont connu un très grand succès avec leur jeu de Messenger. Merci de la mise en contexte, Pierre. Donc, ce n'est pas parce qu'on est une petite entreprise dans le secteur des jeux vidéo qu'on ne peut pas s'attaquer à un marché qui est généralement perçu comme dominé par les grands joueurs. Ce que vous avez souligné, c'est qu'aussi les Electronic Arts, Ubisoft de ce monde, volontairement ou probablement plus involontairement, ont fait de l'essaimage, d'accord? Donc, il y a des développeurs de jeux qui ont, et c'est le cas, entre autres, si on prend le cas de Red Barrels, qui ont décidé qu'ils avaient le talent et la capacité de développer leur propre jeu. Mais fondamentalement, donc, si vous êtes une jeune entreprise dans le domaine des jeux vidéo, on peut tirer son épingle du jeu malgré les très grands joueurs qui ont quand même beaucoup plus de moyens. Et eux aussi, ils ont accès donc au même crédit d'impôt. Alors, pouvez-vous commenter là-dessus sur le fait qu'on est petit, mais dans un grand marché, mais face à des très gros concurrents? Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on est capable quand même. La créativité fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'être gros pour avoir de l'imagination. Puis, les technologies sont devenues beaucoup plus accessibles.
Donc, il y a beaucoup de compagnies qu'on appelle des compagnies de sous-sol, des gens qui sont passionnés ou de garage pour être à la mode Silicon Valley. Bien, ces gens-là, ils sont capables, en réunissant, là, en autant que tu aies des bons artistes, des bons programmeurs, puis quelqu'un qui design un jeu intelligent, eh bien, il y a quelqu'un, évidemment, qui tient les cordons de la bourse parce que c'est toujours ça, c'est toujours de retenir le cheval qui veut partir, mais de le laisser marcher vite quand même. Donc, il n'y a pas de souci d'être petit dans ce milieu-là. On peut. Et puis, les indépendants, en fait, il y a un des aspects les plus intéressants, c'est qu'ils vont oser risquer. Tandis que les gros, à un moment donné, ils ont des recettes connues. Ils vont prendre la licence de Batman, puis ils vont faire un jeu de Batman. Là, vu que c'est Batman, les gens vont l'acheter, ils vont faire Batman 2. Et là, à un moment donné, la créativité s'émousse, puis l'intérêt aussi. Puis ils finissent par suivre des chemins trop bien tracés. Tandis que les indépendants, eux, ils disent, moi, je le fais, ce jeu que j'ai toujours rêvé de faire, puis je suis certain que ça va marcher. Puis ils y vont. Certains, ils vont instinctivement. Moi, je leur recommande toujours de faire des études de marché parce que souvent, ils vont penser au marketing, ils vont penser à la créativité, puis le marketing va venir en second lieu. Puis ça, au Québec, c'est ce que j'essaie de faire changer. C'est d'accompagner la conception du jeu et le marché, l'analyse de marché en même temps, puis déjà, comment on va attaquer le marché en concevant le jeu. Puis ça, c'est pas encore gagné, mais ça s'en vient. Merci. Comment l'industrie du jeu vidéo, si on prend ce cas-là spécifiquement, il y a un réseau de distribution que vous appelez, votre langage, c'est ce qu'on appelle donc les fameux publishers, Steam, Sony, ainsi de suite. Pouvez-vous en parler et surtout donc résumer la structure pour développer son jeu, mais comment est-ce qu'on approche ces très grandes structures-là? J'imagine que Steam, par exemple, doit être approché par beaucoup de gens. Ça ne doit pas être si facile que ça de pouvoir leur présenter un jeu. Quel est le fonctionnement? Ben, en fait, le CEIM a eu l'honneur, on parlait tout à l'heure, André Zuban parlait de Canexport. On a eu l'honneur de représenter l'industrie canadienne et on le fait encore parce qu'on a été renouvelé en collaboration avec l'Association canadienne. Donc, on a choisi les meilleurs studios indépendants et grâce à Canexport, on pouvait financer 75% des dépenses, des frais d'avion, des perdièmes, les frais du show, parce que les petits studios, ils ont quand même des moyens limités. Donc, on les amenait, puis étant donné que ça fait je vais trahir mon âge, presque 30 ans, effectivement, je suis dans l'industrie, bien, je les connais tous, ces gens-là. Fait que ça, le contact, le networking, le réseau personnel, avoir pris une bière avec quelqu'un, être allé marcher en Californie, à San Francisco, dehors, ça crée une sorte d'intimité. Puis là, on avait la chance, le CEIM, d'arriver avec 15 personnes. Fait que non seulement on connaissait les gens, mais on disait, voici, j'ai trié sur le volet les 15 meilleurs. Est-ce que tu veux me rencontrer? Bien sûr. Donc, on donnait accès comme ça parce que quand tu es juste un petit indépendant, effectivement, en ce moment, il y a trop de jeux. Puis en même temps, ben, il y a besoin de contenu parce qu'avec le confinement puis tout ça, ben, l'industrie a grandi. Puis, comme Netflix, là, on est des bénéficiaires du confinement. C'est un peu bizarre. Là. On dit à quelque chose, malheur est bon. Ben, les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont chez eux? Puis surtout ceux qui ne pouvaient plus travailler, ben, tu fais une série en rafale ou ben, tu tapes un jeu massivement multijoueur avec tes chums. C'est la façon de leur parler en plus parce que maintenant, les jeux, on ne joue plus seul, on joue beaucoup en groupe. Donc, quand tu es pris chez toi et tu veux voir ton ami, mais tu ne peux pas le voir en personne, ben, tu prends ton micro, tes haut-parleurs et tu te mets à jaser. Donc, c'est ça. Fait on a bien bénéficié. Puis, donc, les gens, il faut les approcher, ces publishers-là, mais bref, quand tu es petit tout seul, c'est difficile. Fait que quand on arrivait en délégation CEIM, ben, les gens disaient « Oh, merci, ça fait 6 mois que j'essaie de parler à Nintendo, puis toi, en 2 jours, tu m'assois le gars devant moi. » Ça a été bien agréable. Canexport là-dessus nous a beaucoup aidé. Oui, donc, s'organiser un petit peu, se fédérer, si vous voulez, en groupe et avoir des gens qui ont des contacts. Alors, je sais, Pierre, parce qu'on se côtoie depuis quelques années déjà. Donc, avoir les contacts personnels dans l'industrie, c'est extrêmement important aussi. Donc, je voulais juste rappeler à l'audience que vous pouvez
commencer à poser des questions si vous le voulez. Sinon, moi, je poursuis avec certaines questions qui à nos interlocuteurs. Donc, vous pouvez accéder à nos panélistes par le chat. N'hésitez pas à envoyer vos questions, ne soyez pas timides et je vais les relayer donc individuellement, à moins qu'elles soient dirigées à l'ensemble de nos panélistes. Là, je m'adresse à l'ensemble donc de nos 4 panélistes aujourd'hui. Le développement à l'international, vous avez tous réussi, vous continuez à y réussir. Vous avez partagé, on l'a vu dans les dernières minutes, donc l'essentiel de vos meilleures pratiques. Mais si vous aviez à résumer chacun d'entre vous, peut-être le meilleur conseil à rendre à une jeune entreprise technologique qui veut débuter l'exportation ou qui a déjà débuté l'exportation, mais qui veut l'accélérer. Je vais commencer par vous, André Gilbert. Avez-vous un conseil? On va commencer par un chacun, puis ensuite on pourra poursuivre si nécessaire. Alors, ouvrez votre micro, André, pour qu'on vous appelle. Ah, et voilà. Donc, oui, il y a Elsa qui contrôle le webinaire en parallèle. Écoutez, dans le contexte où j'ai été, comme je le mentionnais, petite entreprise qui vend des grandes, la gestion du risque était toujours quelque chose d'excessivement important. À l'international, c'est décuplé. Donc, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, avoir une excellente technologie, puis une bonne différenciation, etc. Ça, c'est le ticket d'entrée. Donc, il faut trouver le moyen de sécuriser le client dans son achat au niveau des fuseaux horaires, de la langue, de la livraison, de la longévité, de la sécurité financière, Xavier en parlait tout à l'heure. Et il faut juste se préparer. Et comme Xavier l'a mentionné, puis moi je l'ai vécu, les grandes compagnies donnent des contrats à des petites compagnies, mais des petites compagnies qui sont préparées et qui se sont mis dans les souliers du client et qui ont regardé l'ensemble de ces risques-là, puis qui ont amené des solutions et qui sont présentées. Et après ça, le client peut dire, je les accepte ou non. Mais généralement, ils sont réceptifs parce qu'ils veulent des innovations, mais la gestion du risque, c'est quelque chose sur lequel il faut mettre en face. Merci, André. Xavier, si vous aviez à retenir un conseil principal pour les gens qui veulent vous imiter là, comme entrepreneur. Oui, je vais m'adresser en fait aux entrepreneurs ou aux équipes de management, d'entrepreneurs à entrepreneurs. De mon côté, en fait, j'appuie tout ce qui a été dit dans le webinaire, mais moi, j'apporterais la notion aussi d'être conscient de l'engagement que ça demande auprès des entrepreneurs ou du management. Je pense qu'il y a un piège à éviter, un raccourci à éviter de dire je veux développer l'Allemagne, je vais m'engager un consultant en Allemagne ou un employé en Allemagne qui va s'en occuper ou je vais me trouver un partenaire à qui je vais donner ça puis il va partir avec ça. La réalité que moi j'ai expérimentée, c'est que oui, c'est correct d'y aller, mais au final, l'Allemagne, je n'avais pas dit du nombre de fois que j'ai dû y aller pour inculquer la culture d'entreprise à nos premiers employés, pour vraiment faire valoir les différenciateurs, puis pour que les gens qui nous représentaient s'imprègnent de c'était quoi nos forces, c'était quoi nos faiblesses, pour dire les bonnes choses. Donc, il y a vraiment la notion d'être dédié à... Je ne pense pas qu'on peut le faire à moitié, là. Si on veut avoir du succès, il faut être investi dans la démarche. Puis je pense qu'il faut que les personnes les plus fortes dans l'entreprise, surtout pour les premières initiatives du moins, il faut que ce soit partie prenante du processus. Merci, Xavier. Robert, de votre côté, avez-vous un premier conseil? Vous en avez en fait donné plusieurs tantôt, mais si vous aviez à résumer un conseil principal à notre clientèle, enfin notre audience cible. Oui. Le focus client. Moi, j'ai souvent vu dans des entreprises, surtout les entreprises technologiques, qui ont été créées, conçues et mis sur pied par des entrepreneurs technologiques, c'est tombé dans le piège de Pierre, que Pierre mentionnait tantôt, c'est-à-dire, le produit n'est pas parfait, je vais améliorer mon produit, puis ce qui m'anime à chaque jour, c'est de développer un meilleur produit, puis on oublie souvent le focus client, puis pourquoi on existe. Donc, j'ai vu nombre d'entreprises, je regardais leur mission, leurs valeurs, je leur demandais pourquoi ils étaient en affaires et rarement le mot client ressortait. Donc, si sans client, on n'existe pas, c'est une vérité
simple, mais il faut qu'elle se traduise dans la réalité. Et l'autre problème que j'ai souvent vu, c'est de se sous-estimer. Les entrepreneurs qui disent oui, mais bon, j'ai une belle solution, mais je suis un joueur québécois, j'ai pas beaucoup de ressources, et donc de se sous-estimer et de ne pas reconnaître la qualité extraordinaire de leur solution et le fait qu'ils ont une chance de jouer sur un marché mondial. Il y a une expression un peu banalisée aujourd'hui. On entendait ça peut-être une dizaine d'années. Je l'ai ramené Think Big. Je ne sais pas si vous dites quelque chose là. Alors, c'est intéressant ce que vous soulignez, Robert. Et ce que nous, on a appris aussi, moi, ça fait plus de 24 ans là, que je travaille exclusivement avec des jeunes entreprises. Évidemment, on ne peut pas tous devenir de grands succès, mais du talent et du succès, on en a vu beaucoup. On en a des exemples avec vous. Moi, je suis particulièrement, puis je vous remercie, Robert, parce que c'est grâce à vous que j'ai été mis en contact avec Xavier Godbert. Je n'avais pas entendu parler de son entreprise. Comme quoi, à Montréal, on est loin de Québec. Alors, excusez mon ignorance, c'est que j'ai également eu le plaisir donc, de rencontrer virtuellement André Gilbert. Mais oui, on a des entreprises qui ont énormément de succès à l'étranger. Alors, et souvent qui vont prospérer avec des moyens pas simplement plus limités, surtout au niveau financier. Mais quand je regarde les succès de ces entreprises-là, il y a de quoi vraiment penser grand, si vous permettez. Et un des secteurs où on le voit aussi assez régulièrement, c'est le secteur où Pierre intervient depuis de nombreuses années dans le domaine des jeux vidéo. Pierre l'a mentionné, c'était au tournant fin des années 90, d'accord, le programme des crédits d'impôt et autres. Ça a permis d'amener des très gros joueurs, Ubisoft, Electronic Arts et maintenant beaucoup d'autres. Et on était, nous, les premiers au CEIM. Je me souviens en 97, 98, 99, ainsi de suite. J'ai dit, qu'est-ce qui va arriver de nos plus petites entreprises? Comment est-ce que nos si je prends le cas de petits développeurs de jeux vidéo ou des entreprises dans le domaine des effets spéciaux, entre autres, comment est-ce qu'ils vont arriver à tirer leur épingle du jeu, compte tenu qu'on se retrouve avec des très gros joueurs comme Ubisoft et autres qui ont droit aussi à des crédits d'impôt importants. Mais Pierre l'a bien expliqué tantôt, ça a aidé au contraire à créer éventuellement une pépinière ici au Québec. Et on le voit, on a des entreprises qui ont des grands succès à l'international. On en mentionnait deux, Red Barrels, Sabotage Studio. Alors, beaucoup de talent au Québec et beaucoup de compétences. Donc, il ne faut pas être timide. Donc, merci, Robert, de me permettre de faire un petit peu de surf là, sur ce que vous avez mentionné, mais on peut être fier de ce qu'on fait ici au Québec et au Canada. Pierre, peut-être que tu peux rajouter, toi, un petit peu si tu as un conseil que tu aimerais donner là, à nos entrepreneurs, quel que soit le secteur dans lequel ils sont. Le mot-clé pour moi, c'est curiosité. Curiosité pour connaître ses marchés, curiosité pour connaître les gens à qui on s'adresse. Des fois, en jeu vidéo, on a une sorte d'illusion, puis c'est vrai que c'est le fun parce qu'on devient comme une communauté mondiale, puis on voit un Japonais, un Égyptien, une Française, puis on a l'impression qu'on parle la même langue. Mais c'est trompeur. Oui, c'est vrai que ça facilite les choses parce que c'est vraiment une communauté, mais par ailleurs, un Japonais, ça va rester un Japonais. Puis si tu gardes tes souliers quand tu rentres chez eux, ben, tu viens de faire une erreur. Puis l'Égyptien, si tu lui dis il est où le bar, là, ben, tu vas te tromper aussi. Là, parce que lui, il va te donner de la liqueur, puis ça va finir là. Fait il y a comme quelque chose à cette sensibilité-là, cette curiosité-là. Puis évidemment, ben, être curieux sur la concurrence, puis le marché, puis les tendances. Toujours se brancher sur les tendances. Puis c'est ça. Curiosité, c'est mon mot. Excellent. Merci, Pierre. On approche de la fin de notre webinaire. Je profite de l'occasion pour informer les gens qui se sont inscrits aujourd'hui. D'abord, les remercier de s'être rejoints donc, à notre webinaire sur le développement à l'international. Mais je profite de l'occasion pour mentionner qu'on a lancé tout récemment
un nouveau programme de coaching qui s'adresse exclusivement au développement à l'international. Et les 4 panélistes qu'on a entendus aujourd'hui, ce sont nos coachs pour ce nouveau programme qu'on a mis sur pied avec l'aide, je tiens à souligner, avec l'aide financière de développement économique Canada. Donc, pour ceux et celles parmi l'audience qui voudraient en connaître davantage sur ce programme, vous pourrez communiquer directement avec nous. On mettra dans quelques instants notre adresse courriel, grosso modo, c'est info@ciem.org. Alors, s'il y a un intérêt de votre côté, communiquez, ne tardez pas, les places sont limitées. Donc, je tiens à remercier nos 4 panélistes aujourd'hui d'avoir partagé je tiens à souligner leur remarquable, extraordinaire expérience à l'international. C'est pas facile de résumer en quelques mots, comme on l'a fait aujourd'hui, tous les enseignements qu'ils voudraient partager avec vous, mais je crois qu'on peut retenir des points extrêmement utiles de leur part. Et vous pouvez donc accéder à davantage de leur expertise en s'adressant à nous. On vous mettra en contact et évidemment avec le programme qu'on a mentionné, que j'ai mentionné il y a quelques instants, mais ça s'adresse justement aux entreprises qui veulent exporter. Donc, merci à nos panélistes. Et merci également à notre directrice des communications qui est toujours à l'œuvre. Elle est un peu dans l'ombre aujourd'hui. Je vois qu'elle suit au niveau des chats. Donc, Elsa Lebé, notre directrice des communications, et qui est la grande Manitou derrière tous nos webinaires qu'elle mène de maître d'œuvre. Alors, merci à vous tous. On a pratiquement terminé et on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Et j'invite donc tous les gens intéressés à suivre nos activités sur nos médias sociaux. Vous recevrez également, tous ceux et celles qui se sont inscrits, vous aurez également un enregistrement du webinaire d'aujourd'hui qu'on vous enverra par web. Alors, voilà. Là-dessus, je vous souhaite bon appétit. On est rendu à l'heure du lunch. Bonne fin d'après-midi et merci à nos panélistes et à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bonne chance à tous. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est un des défis chez nous. Il y a une façon d'acheter, c'est notre façon. Être capable d'avoir assez de flexibilité pour dire « Ah, c'est comme ça que vous voulez acheter, on va vous l'offrir de cette façon-là ». Donc, d'être carrément au service du client. Et ça fait un peu référence à ce que Xavier vient de mentionner. Et finalement, il faut focuser sur notre crédibilité. On oublie souvent qu'un processus d'achat chez un client, c'est un processus de gestion de risque. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que j'achète le bon produit? Est-ce que le fournisseur est fiable? Est-ce que le fournisseur est financièrement solide? Donc, un client qui achète, c'est une gestion de risque. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que ça a un impact sur ma carrière si je me trompe? Et donc, c'est d'accompagner le client dans cette gestion de risque-là et de focuser sur notre crédibilité, ce qui veut dire des bonnes références, documenter les bénéfices, avoir des études de cas si possible, avoir un CA ou un comité aviseur avec des noms qui inspirent confiance aux clients ou aux prospects. Il y a un paquet de mécanismes qui peuvent rassurer le client dans son choix. Merci. Les petites entreprises, enfin, nos clients, quand je dis petites, là, c'est en termes de taille, de moyens financiers, mais c'est certainement pas en termes de qualité, d'innovation et autres. Alors, on a la chance depuis longtemps, nous, de travailler avec de jeunes entreprises. Je devrais peut-être utiliser plutôt cette expression-là, ce serait plus juste. Donc, de jeunes entreprises, est-ce qu'elles ont des atouts malgré leur taille et leur taille réduite, les moyens financiers, entre autres au tout début, qui sont plus limités? Si vous aviez à souligner certains atouts de ces entreprises-là par rapport à des multinationales comme IBM, par exemple? Il y en a plusieurs, en fait, puis quelques-uns qui m'ont mis en tête, c'est la capacité de réagir rapidement. L'agilité que les petites entreprises peuvent avoir, la capacité de s'adapter rapidement aux demandes des clients,
le temps de réponse est beaucoup plus court, c'est-à-dire la capacité de répondre rapidement à ce que le client demande. Moi, je pense que ce sont tous des atouts qui jouent en faveur d'une entreprise de plus petite taille. Il y a par contre des défis. La contrepartie de ça, c'est de s'assurer qu'on ne s'éparpille pas. Les ressources sont limitées pour une petite entreprise et généralement, on va avoir tendance à vendre par opportunité. Un client, il y a une opportunité qui se présente, on va l'accepter, alors que des fois, on devrait la refuser. L'importance de se concentrer sur ce qu'on fait de bien, sur lequel on est très compétitif, sur lequel on a des avantages concurrentiels marqués. Donc, je dirais en faire moins, mais plus souvent. Donc, do less, scale. Excellent. Merci. Merci de cette perspective, Robert. Quelques questions maintenant pour M. André Gilbert, notre panéliste. André Gilbert, donc, qui a plus de 25 ans d'expérience dans des postes de haute direction dans le domaine des logiciels, semi-conducteurs, manufacturing. Je l'ai mentionné tantôt. Vous avez notamment développé les marchés sur pratiquement tous les continents. Il y a un aspect qui m'intrigue personnellement, et peut-être plusieurs autres aussi, c'est la question de la culture de d'affaires. Bien sûr, si on fait affaire avec des pays nord-américains, européens, ça nous est plus familier. Vous parlez donc espagnol, ça facilite évidemment la chose là, dans certains pays pour pouvoir communiquer, transiger. Mais au-delà de la langue, quels sont les aspects de culture d'affaires que vous avez dû prendre en compte dans votre expérience là, au développement international? Merci, merci Serge, puis merci pour cette opportunité. C'est certain que les enjeux de commerce internationaux, d'avoir un très bon produit, puis d'avoir une bonne valeur ajoutée, ça c'est le ticket d'entrée. Ensuite, ben, entrent en jeu, comme vous le mentionnez, là, les aspects culturels et de faire les affaires. Puis, ben, il y a un aspect de langue, puis un aspect de coutume locale. Il est très, bon, surtout moi j'ai travaillé dans le domaine B2B, en technologie, principalement auprès de PME, 25 à 200 employés qui vendaient à des grands joueurs internationaux. Donc, il y a déjà des canaux existants, là, des revendeurs, des agents manufacturiers ou autres. Donc, quand on se retrouve dans des pays peut-être plus exotiques, là, donc c'est sûr que d'avoir un partenaire local qui, lui, va effectivement amener cette connaissance des us et coutumes locaux est important, mais aussi tout ce qui est la logistique, là, juste se déplacer à Tokyo, ou à Shanghai, ou à Beijing, ou au Brésil ou autre, c'est moins facile qu'on pourrait l'imaginer. Cela étant dit, il est quand même possible, puis on a une participation personnelle. Moi, je pense qu'il m'a aidé beaucoup, c'est mon intérêt réel, puis profond pour les cultures, l'art, la cuisine étrangère. Je me souviens d'une visite à Bogota, en Colombie. La veille d'un rendez-vous avec mon partenaire, j'étais allé visiter le musée Botero, qui est natif de l'endroit. Puis, quand je lui en ai parlé le lendemain, j'ai dit, écoutez, M. Botero est un grand artiste international. Moi, je l'ai vu à Montréal et je l'ai vu au Louvre à Paris, ce qu'il ne savait pas. Il en était tellement fier que, écoute, je pense que je venais de lui faire une fleur un artiste qui était très reconnu localement. Moi, je lui mentionnais qu'il était reconnu internationalement. Puis, si j'avais eu une faveur à lui demander, ce qui n'était pas le cas, là, elle aurait été exaucée. Donc, il faut s'intéresser aux gens, aux cultures, échanger avec, sur leur vie locale. C'est une bonne façon de créer des liens puis de démontrer notre intérêt. Parce qu'à la fin, on ne travaille pas avec des entreprises, on travaille avec des individus. Puis, si on est agréable et intéressant, bien, ça rend tout plus facile. Vous avez mentionné, André, l'utilité ou la nécessité d'avoir un partenaire local. Pouvez-vous élaborer un petit peu à ce sujet-là? De quel profil et comment trouvez-vous un tel partenaire local? Ben, Robert a bien mentionné le point important. C'est que dans le fond, l'idée, c'est qu'on veut mettre le produit où le client voudrait l'acheter.
Donc, à titre d'exemple, moi, j'ai vendu chez Ardent ce qu'on appelle des IP Core, donc qui est un code qui va à l'intérieur d'un semi-conducteur pour réaliser une fonction qui était de la compression vidéo à ce moment-là. Puis, maintenant, on a regardé un manufacturier, puis nos clients potentiels, des manufacturiers de semi-conducteurs. Puis la question première, c'est où ces compagnies-là aimeraient les acheter. Puis en Amérique du Nord, les études de marché ont déterminé qu'ils voudraient bien l'acheter directement. Donc, on a vendu à Google, puis à Microsoft, puis à Samsung dans une relation directe. Si on prend en Asie, qui était le deuxième marché, qui était Taïwan, Chine, Japon et Corée, il y avait déjà sur place des entreprises qui revendaient ce type de technologie-là de différents manufacturiers, soit européens et américains, dans leur pays régional. Donc, nous, on ajoutait un produit à l'intérieur d'une gamme de produits existants. Donc, ça, c'était un fit parfait parce qu'eux, ils avaient déjà la connexion avec le client. Ils avaient déjà aussi les portes les portes ouvertes parce qu'ils amenaient des technologies de pointe nord-américaines ou européennes, puis nous, ils donnaient un accès au marché. Il faut regarder, dans le fond, le client où ils aimeraient l'acheter, puis si ça existe, on ne le réinvente pas. Donc, on va aller se greffer à ces canaux-là, qui seraient soit des revendeurs ou des agents ou de différentes sortes. Intéressant, merci de l'information. Aujourd'hui, l'objectif aujourd'hui n'est pas de parler des différents programmes d'aide gouvernementaux à l'exportation. On y reviendra lors d'un autre webinaire. On a fait référence tantôt à EDC avec M. Godmer. J'aimerais quand même vous poser la question en ce qui concerne les programmes particulièrement de Affaires mondiales Canada. Donc, un réseau de délégués commerciaux qui est important à travers le Canada. Plusieurs de nos clients l'utilisent, mais pas tous. Avez-vous eu l'occasion, vous, M. Gilbert, d'utiliser le réseau de délégués commerciaux d'Affaires mondiales Canada? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça vous a apporté? Sachant que Affaires mondiales Canada, donc, ils ont des gens qui sont issus localement du pays. En d'autres mots, là, si vous parlez à des délégués commerciaux qui sont basés, je ne sais pas, à Sao Paulo, vous allez avoir aussi vraisemblablement affaire non seulement à des expatriés canadiens, mais aussi à des employés qui sont localement recrutés. Alors, si on revient un petit peu à la question du réseau de contacts, réseau d'affaires, l'aspect culturel et autres, dans quelle mesure Affaires mondiales Canada a-t-elle utile pour vous dans votre carrière? Écoutez, moi, je suis un grand fan des délégations canadiennes à l'étranger. C'est des gens qui sont intelligents, empathiques, extrêmement connaissants de leur marché. Écoutez, on dirait qu'ils sont tous faits sur le même moule. Moi, j'en ai rencontré dans plus de 20-25 pays et ils ont tous la même approche à grande valeur ajoutée. Donc, et c'est des partenaires là, à solliciter. Cela étant dit, eux, ils voient beaucoup de gens, puis il ne faut pas arriver là, en mode touriste, là, donc avec peu d'informations, etc. Quand on désire faire affaire dans un pays, il faut s'informer sur le réseau de revente, de clientèle potentielle. Et puis, moi, ma première étape avec eux, c'était toujours de valider mon plan d'affaires local. Donc, parce qu'eux, dans le fond, ils ne sont pas experts dans mon domaine, ils sont experts sur les us et coutumes locaux, etc. Puis, deuxièmement, souvent, je les utilisais pour valider au niveau de m'orienter pour faire une validation d'un partenaire potentiel. Ici, au niveau financier et légal, on a Dun & Bradstreet, on a d'autres créneaux, mais en Corée, puis en Chine, puis à Tokyo, comment on fait pour valider qu'une entreprise a vraiment 25 employés puis qu'elle est surtout son travail un petit peu à distance, etc. Ils ont été vraiment de grands supports. Puis ensuite, c'est de les tenir informés de nos activités quand on va sur place à l'avance. Et eux, ils ont un réseau de contacts extraordinaire qu'ils vont mettre à profit aux entreprises qui sont sérieuses puis qui ont une démarche soutenue et dynamique. Moi, que de bons commentaires puis que de belles expériences avec ces gens de très grande qualité à l'étranger. Excellent. J'aimerais souligner donc que le gouvernement du Québec a également un réseau de délégués
commerciaux. Ils ne sont pas délégations donc, du Québec à l'étranger. Ils ne sont pas aussi nombreuses, mais sont quand même très actifs dans des villes clés là, à travers le monde. Donc, c'est un service qui est gratuit, comme celui d'Affaires mondiales Canada. Ce qu'il faut recommander cependant aux entrepreneurs, comme vous l'avez dit, c'est d'être bien préparé. Alors, mais ces services-là, ce n'est pas limité exclusivement donc aux moyennes, aux très grandes entreprises. Les plus petites peuvent également s'en servir, mais il faut le faire de façon efficace dans l'intérêt de tout le monde. J'aimerais peut-être ouvrir la question aux autres panélistes, que ce soit Xavier, Robert ou encore Pierre, qu'on va entendre dans quelques minutes. J'ai quelques questions ciblées pour lui, mais en ce qui concerne les aides gouvernementales, fédérales ou provinciales pour développer son marché à l'étranger, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter à ce que André nous a déjà partagé avec nous? Pendant que les gens mettent leur micro on. Ben, écoutez, il y a deux programmes fantastiques. Là. Il y a CanExport au Canada, puis il y a le programme PEX au Québec, qui sont tous deux des programmes dédiés à la commercialisation internationale, accessibles, simples pour l'entrepreneur à rencontrer les différents critères et qui permettent tout ce qui est les foires commerciales, les missions à l'étranger, l'embauche de consultants spécialisés et autres. Et souvent, c'est des produits, c'est des programmes qui peuvent se renouveler sur quelques années. Donc, PEX au Québec, CanExport au Canada, deux programmes fantastiques. Avec les délégations étrangères, autant canadiennes que québécoises, ces deux programmes-là, c'est vos quatre amis principaux pour l'exportation. Excellent, merci André. Sur la question donc de la culture d'affaires qui va bien au-delà de la maîtrise de la langue, là, est-ce que l'un ou l'autre de nos autres panélistes voudrait rajouter un petit peu son expérience là, à l'international sur les questions justement de maîtrise ou connaissance là, de la culture d'affaires locale? Moi, je dirais d'être très curieux. Souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter des impairs et d'éviter des fautes. Mais ça, c'est comme le minimum requis pour participer. Ce qui va nous différencier, c'est l'effort additionnel qu'on va faire, d'être curieux, de comprendre davantage la culture, de faire nos recherches avant et de faire des gestes aussi. Une des choses qui est commune à toutes les cultures dans le monde, il y a un seul trait qui est commun à toutes les cultures dans le monde, c'est le principe de réciprocité. Alors, peu importe où ce qu'on va aller dans le monde, que ce soit en France, en Chine ou en Australie, toutes les cultures ont ça en commun, c'est-à-dire de vouloir être réciproque, de faire des gestes réciproques. Alors, plus qu'on va s'ouvrir à l'autre, plus qu'on va partager des choses avec l'autre, plus que la personne en face de nous va se sentir obligée de faire la même chose. Et donc, à travers, c'est comme une spirale, une belle spirale. Et donc, c'est à cette façon-là qu'on va établir un climat de confiance. C'est de s'ouvrir un peu à l'autre, l'autre va s'ouvrir à nous. Et comme ils se sont ouverts à nous, on va s'ouvrir davantage à eux. Et là, il y a un climat de confiance qui s'établit. Donc, vraiment, utiliser à fond le principe de réciprocité. Merci, Robert. J'ai préparé quelques questions pour notre collègue Pierre Moisan. Donc, Pierre, 25 ans, peut-être même 30, hein, je ne vais pas vous vieillir, là, mais j'ai l'impression que c'est peut-être, on tend peut-être vers les 30 années, au moins 25 ans d'expérience, particulièrement dans le domaine des nouveaux médias, jeux vidéo. Depuis 6 ans déjà, vous travaillez presque exclusivement avec des jeunes entreprises qui démarrent ou qui veulent se développer. On a quand même plusieurs entreprises québécoises. Montréal est quand même un hub bien connu, entre autres dans le domaine des jeux vidéo. On n'est pas seul, on est en compétition ici même au Canada avec Toronto, Vancouver, mais c'est une compétition qui est très forte à l'échelle planétaire. La concurrence, donc le marché est croissant,
mais la concurrence est aussi très, très féroce. On a quelques entreprises québécoises, même plusieurs, qui se sont distinguées. Je pense à deux de nos anciens clients, Red Barrels et Sabotage Studio. Comment est-ce que nos petites entreprises qui démarrent, comment est-ce qu'elles peuvent réussir? C'est quoi les facteurs clés, en d'autres mots, pour qu'elles puissent performer? Et pour performer dans ce milieu-là, il faut performer à l'international. Alors, est-ce qu'il y a des points communs, des facteurs clés de succès de chacune de ces entreprises? Oui, au Québec, déjà, on est chanceux parce qu'on a un environnement privilégié, c'est-à-dire qu'il y a eu une innovation au Québec. On a donné des crédits d'impôt au salaire des boîtes de jeux vidéo et ça a donné une compétitivité. Ça a attiré des talents étrangers, des gros studios étrangers aussi. Ubisoft et compagnie, Warner sont tous venus ici. Puis ça a permis de partager des bonnes pratiques. Puis ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont quitté ces gros studios-là, qui ont dit, moi, je pars ma propre affaire. Et puis là, au Québec, ces gens-là, donc, avaient de l'expérience, avaient vécu les processus et puis les pratiques des grands. Puis ça les aidait déjà, il y avait déjà une structure parce que un des charmes du jeu vidéo et un de ses dangers, c'est la créativité. Sans créativité, point de salut, mais créativité débridée mène à rentrer dans le mur dans certains cas, puis je l'ai vu au cours de l'histoire du jeu vidéo au Québec. Ils appellent ça, par exemple, du feature creeping. C'est-à-dire que tu dis, ah, ça pourrait être plus beau. Ah, on devrait aller dans une forêt en plus d'aller sur la Lune. Puis là, à un moment donné, tu dis, wow, on a un budget, on a des délais à respecter. Donc, un des facteurs de succès, c'est d'avoir cette créativité-là, puis de ne pas la mettre en bride jusqu'à l'étouffer, mais de bien la contrôler. Puis ça, c'est un art que Sabotage et Red Barrels ont réussi à... Et en plus, ben, ils ont choisi un genre. Il faut connaître son marché aussi, parce qu'en jeu vidéo, il y a toutes sortes de jeux. Hein. Il y a des jeux d'action, il y a des jeux d'horreur, par exemple. Ben, Red Barrels a été pionnière dans les jeux d'horreur, des jeux qui font peur pour vrai, là, comme un film. Sabotage, ben, ils ont profité d'une mode, le retour du 8 bits. C'est-à-dire que si vous vous souvenez des premières consoles Nintendo, les personnages étaient la résolution basse, on voyait les pixels. Eh bien, il y a comme un retour nostalgique parce qu'il y a ce qu'on appelle maintenant les Nintendo Dad, c'est-à-dire les premières générations qui sont nées avec les consoles sont maintenant des parents, mais ils continuent à jouer, puis ils continuent d'en acheter. Fait que Sabotage, ils ont profité de cette vague des pixels et ils ont connu un très grand succès avec leur jeu de Messenger. Merci de la mise en contexte, Pierre. Donc, ce n'est pas parce qu'on est une petite entreprise dans le secteur des jeux vidéo qu'on ne peut pas s'attaquer à un marché qui est généralement perçu comme dominé par les grands joueurs. Ce que vous avez souligné, c'est qu'aussi les Electronic Arts, Ubisoft de ce monde, volontairement ou probablement plus involontairement, ont fait de l'essaimage, d'accord? Donc, il y a des développeurs de jeux qui ont, et c'est le cas, entre autres, si on prend le cas de Red Barrels, qui ont décidé qu'ils avaient le talent et la capacité de développer leur propre jeu. Mais fondamentalement, donc, si vous êtes une jeune entreprise dans le domaine des jeux vidéo, on peut tirer son épingle du jeu malgré les très grands joueurs qui ont quand même beaucoup plus de moyens. Et eux aussi, ils ont accès donc au même crédit d'impôt. Alors, pouvez-vous commenter là-dessus sur le fait qu'on est petit, mais dans un grand marché, mais face à des très gros concurrents? Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on est capable quand même. La créativité fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'être gros pour avoir de l'imagination. Puis, les technologies sont devenues beaucoup plus accessibles. Donc, il y a beaucoup de compagnies qu'on appelle des compagnies de sous-sol, des gens qui sont passionnés ou de garage pour être à la mode Silicon Valley. Bien, ces gens-là, ils sont capables, en réunissant, là, en autant que tu aies des bons artistes, des bons programmeurs, puis quelqu'un qui design un jeu intelligent, eh bien, il y a quelqu'un, évidemment, qui tient les cordons de la bourse parce que c'est toujours ça, c'est toujours de retenir le cheval qui veut partir, mais de le laisser marcher vite quand même. Donc, il n'y a pas de souci d'être petit dans ce milieu-là. On peut. Et puis, les indépendants, en fait, il y a un des aspects les plus intéressants, c'est qu'ils vont oser risquer. Tandis que les gros, à un moment donné, ils ont des recettes connues. Ils vont prendre la licence de Batman, puis ils vont faire un jeu de Batman. Là, vu que c'est Batman, les gens vont l'acheter, ils vont faire Batman 2. Mais là, à un moment donné, la créativité s'émousse, puis l'intérêt aussi. Puis
puis ils finissent par suivre des chemins trop bien tracés. Tandis que les indépendants, eux, ils disent, moi, je le fais, ce jeu que j'ai toujours rêvé de faire, puis je suis certain que ça va marcher. Puis, ils y vont. Certains, ils vont instinctivement. Moi, je leur recommande toujours de faire des études de marché parce que souvent, ils vont penser au marketing, ils vont penser à la créativité, puis le marketing va venir en second lieu. Puis ça, au Québec, c'est ce que j'essaie de faire changer. C'est d'accompagner la conception du jeu et le marché, l'analyse de marché en même temps, puis déjà, comment on va attaquer le marché en concevant le jeu. Puis ça, c'est pas encore gagné, mais ça s'en vient. Merci. Comment l'industrie du jeu vidéo, si on prend ce cas-là spécifiquement, il y a un réseau de distribution que vous appelez, votre langage, c'est ce qu'on appelle donc les fameux publishers, Steam, Sony, ainsi de suite. Pouvez-vous en parler et surtout donc résumer la structure pour développer son jeu, mais comment est-ce qu'on approche ces très grandes structures-là? J'imagine que Steam, par exemple, doit être approché par beaucoup de gens. Ça ne doit pas être si facile que ça de pouvoir leur présenter un jeu. Quel est le fonctionnement? Ben, en fait, le CEIM a eu l'honneur, on parlait tout à l'heure, André Gilbert parlait de Canexport. On a eu l'honneur de représenter l'industrie canadienne et on le fait encore parce qu'on a été renouvelé en collaboration avec l'Association canadienne. Donc, on a choisi les meilleurs studios indépendants et grâce à Canexport, on pouvait financer 75% des dépenses, des frais d'avion, des perdièmes, les frais du show, parce que les petits studios, ils ont quand même des moyens limités. Donc, on les amenait, puis étant donné que ça fait... je vais trahir mon âge, presque 30 ans, effectivement, je suis dans l'industrie. Bien, je les connais tous, ces gens-là. Fait que ça, le contact, le networking, le réseau personnel, avoir pris une bière avec quelqu'un, être allé marcher en Californie, à San Francisco, dehors, ça crée une sorte d'intimité. Puis là, on avait la chance, le CEIM, d'arriver avec 15 personnes. Fait que non seulement on connaissait les gens, mais on disait, voici, j'ai trié sur le volet les 15 meilleurs. Est-ce que tu veux me rencontrer? Bien sûr. Donc, on donnait accès comme ça parce que quand tu es juste un petit indépendant, effectivement, en ce moment, il y a trop de jeux. Puis en même temps, il y a besoin de contenu parce qu'avec le confinement puis tout ça, l'industrie a grandi. Puis, comme Netflix, là, on est des bénéficiaires du confinement. C'est un peu bizarre. Là, on dit à quelque chose, malheur est bon. Les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont chez eux? Puis surtout ceux qui ne pouvaient plus travailler, tu fais une série en rafale ou tu tapes un jeu massivement multijoueur avec tes chums. C'est la façon de leur parler en plus parce que maintenant, les jeux, on ne joue plus seul, on joue beaucoup en groupe. Donc, quand tu es pris chez toi et tu veux voir ton ami, mais tu ne peux pas le voir en personne, tu prends ton micro, tes haut-parleurs et tu te mets à jaser. Donc, c'est ça. Fait qu'on on a bien bénéficié. Puis, donc, les gens, il faut les approcher, ces publishers-là, mais bref, quand tu es petit tout seul, c'est difficile. Fait que quand on arrivait en délégation CEIM, les gens disaient « Oh, merci, ça fait 6 mois que j'essaie de parler à Nintendo, puis toi, en 2 jours, tu m'assois le gars devant moi. » Ça a été bien agréable. Canexport là-dessus nous a beaucoup aidé. Oui, donc, s'organiser un petit peu, se fédérer, si vous voulez, en groupe et avoir des gens qui ont des contacts. Alors, je sais, Pierre, parce qu'on se côtoie depuis quelques années déjà. Donc, avoir les contacts personnels dans l'industrie, c'est extrêmement important aussi. Donc, je voulais juste rappeler à l'audience que vous pouvez commencer à poser des questions si vous le voulez. Sinon, moi, je poursuis avec certaines questions à nos interlocuteurs. Donc, vous pouvez accéder à nos panélistes par le chat. N'hésitez pas à envoyer vos questions, ne soyez pas timides et je vais les relayer donc individuellement, à moins qu'elles soient dirigées à l'ensemble de nos panélistes. Là, je m'adresse à l'ensemble donc de nos 4 panélistes aujourd'hui. Le développement à l'international, vous avez tous réussi, vous continuez à y réussir. Vous avez partagé, on l'a vu dans les dernières minutes, donc l'essentiel de vos meilleures pratiques. Mais si vous aviez à résumer chacun d'entre vous, peut-être le meilleur conseil à rendre à une jeune entreprise technologique qui veut débuter l'exportation ou qui a déjà débuté l'exportation, mais qui veut l'accélérer. Je vais commencer par vous, André Gilbert. Avez-vous un conseil
On va commencer par un chacun, puis ensuite on pourra poursuivre si nécessaire. Alors, ouvrez votre micro, André, pour qu'on vous appelle. Ah, et voilà. Donc, oui, il y a Elsa qui contrôle le webinaire en parallèle. Écoutez, dans le contexte où j'ai été, comme je le mentionnais, petite entreprise qui vend des grandes, la gestion du risque était toujours quelque chose d'excessivement important. À l'international, c'est décuplé. Donc, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, avoir une excellente technologie, puis une bonne différenciation, etc. Ça, c'est le ticket d'entrée. Donc, il faut trouver le moyen de sécuriser le client dans son achat au niveau des fuseaux horaires, de la langue, de la livraison, de la longévité, de la sécurité financière. Xavier en parlait tout à l'heure. Et il faut juste se préparer. Et comme Xavier l'a mentionné, puis moi je l'ai vécu, les grandes compagnies donnent des contrats à des petites compagnies, mais des petites compagnies qui sont préparées et qui se sont mis dans les souliers du client et qui ont regardé l'ensemble de ces risques-là, puis qui ont amené des solutions et qui sont présentées. Et après ça, le client peut dire, je les accepte ou non. Mais généralement, ils sont réceptifs parce qu'ils veulent des innovations, mais la gestion du risque, c'est quelque chose sur lequel il faut mettre en face. Merci, André. Xavier, si vous aviez à retenir un conseil principal pour les gens qui veulent vous imiter là, comme entrepreneur. Oui, je vais m'adresser en fait aux entrepreneurs ou aux équipes de management, d'entrepreneurs à entrepreneurs. De mon côté, en fait, j'appuie tout ce qui a été dit dans le webinaire, mais moi, j'apporterai la notion aussi d'être conscient de l'engagement que ça demande auprès des entrepreneurs ou du management. Je pense qu'il y a un piège à éviter, un raccourci à éviter de dire je veux développer l'Allemagne, je vais m'engager un consultant en Allemagne ou un employé en Allemagne qui va s'en occuper ou je vais me trouver un partenaire à qui je vais donner ça puis il va partir avec ça. La réalité que moi j'ai expérimentée, c'est que oui, c'est correct d'y aller, mais au final, l'Allemagne, je n'avais pas dit du nombre de fois que j'ai dû y aller pour inculquer la culture d'entreprise à nos premiers employés, pour vraiment faire valoir les différenciateurs, puis pour que les gens qui nous représentaient s'imprègnent de c'était quoi nos forces, c'était quoi nos faiblesses, pour dire les bonnes choses. Donc, il y a vraiment la notion d'être dédié à. Je ne pense pas qu'on peut le faire à moitié, là. Si on veut avoir du succès, il faut être investi dans la démarche. Puis je pense qu'il faut que les personnes les plus fortes dans l'entreprise, surtout pour les premières initiatives, du moins, il faut que ce soit partie prenante du processus. Merci, Xavier. Robert, de votre côté, avez-vous un premier conseil? Vous en avez en fait donné plusieurs tantôt, mais si vous aviez à résumer un conseil principal à notre clientèle, enfin notre audience cible. Oui. Le focus client. Moi, j'ai souvent vu dans des entreprises, surtout les entreprises technologiques, qui ont été créées, conçues et mis sur pied par des entrepreneurs technologiques, c'est tombé dans le piège de Pierre, que Pierre mentionnait tantôt, c'est-à-dire, le produit n'est pas parfait, je vais améliorer mon produit, puis ce qui m'anime à chaque jour, c'est de développer un meilleur produit, puis on oublie souvent le focus client, et pourquoi on existe. Donc, j'ai vu nombre d'entreprises, je regardais leur mission, leurs valeurs, je leur demandais pourquoi ils étaient en affaires et rarement le mot client ressortait. Donc, sans client, on n'existe pas. C'est une vérité simple, mais il faut qu'elle se traduise dans la réalité. Et l'autre problème que j'ai souvent vu, c'est de se sous-estimer. Les entrepreneurs qui disent oui, mais bon, j'ai une belle solution, mais je suis un joueur québécois, j'ai pas beaucoup de ressources. Et donc de se sous-estimer et de ne pas reconnaître la qualité extraordinaire de leur solution et le fait qu'ils ont une chance de jouer sur un marché mondial. Il y a une expression un peu banalisée aujourd'hui. On entendait ça peut-être une dizaine d'années. Je l'ai ramené « think big ». Je ne sais pas si vous dites quelque chose. Là. Alors, c'est intéressant ce que vous soulignez, Robert. Et ce que nous, on a appris aussi, moi, ça fait plus de 24 ans là, que je travaille exclusivement avec des jeunes entreprises. Évidemment, on ne peut pas tous devenir de grands succès, mais du talent et du succès, on en a vu beaucoup. On en a des exemples avec vous. Moi, je suis particulièrement, puis je vous remercie, Robert, parce que c'est grâce à vous
que j'ai été mis en contact avec Xavier Godbert. Je n'avais pas entendu parler de son entreprise. Comme quoi, à Montréal, on est loin de Québec. Alors, excusez mon ignorance, c'est que j'ai également eu le plaisir donc, de rencontrer virtuellement André Gilbert. Mais oui, on a des entreprises qui ont énormément de succès à l'étranger. Alors, et souvent qui vont prospérer avec des moyens possiblement plus limités, surtout au niveau financier. Mais quand je regarde les succès de ces entreprises-là, il y a de quoi vraiment penser grand, si vous permettez. Et un des secteurs où on le voit aussi assez régulièrement, c'est le secteur où Pierre intervient depuis de nombreuses années dans le domaine des jeux vidéo. Pierre l'a mentionné, c'était au tournant fin des années 90, d'accord, le programme des crédits d'impôt et autres. Ça a permis d'amener des très gros joueurs, Ubisoft, Electronic Arts et maintenant beaucoup d'autres. Et on était, nous, les premiers au CEIM. Je me souviens en 97, 98, 99, ainsi de suite. J'ai dit, qu'est-ce qui va arriver de nos plus petites entreprises? Comment est-ce que nos si je prends le cas de petits développeurs de jeux vidéo ou des entreprises dans le domaine des effets spéciaux, entre autres, comment est-ce qu'ils vont arriver à tirer leur épingle du jeu, compte tenu qu'on se retrouve avec des très gros joueurs comme Ubisoft et autres qui ont droit aussi à des crédits d'impôt importants. Mais Pierre l'a bien expliqué tantôt, ça a aidé au contraire à créer éventuellement une pépinière ici au Québec. Et on le voit, on a des entreprises qui ont des grands succès à l'international. On en mentionnait deux, Red Barrels, Sabotage Studio. Alors, beaucoup de talent au Québec et beaucoup de compétences. Donc, il ne faut pas être timide. Donc, merci, Robert, de me permettre de faire un petit peu de surf là, sur ce que vous avez mentionné, mais on peut être fier de ce qu'on fait ici au Québec et au Canada. Pierre, peut-être que tu peux rajouter, toi, un petit peu si tu as un conseil que tu aimerais donner là, à nos entrepreneurs, quel que soit le secteur dans lequel ils sont. Le mot-clé pour moi, c'est curiosité. Curiosité pour connaître ses marchés, curiosité pour connaître les gens à qui on s'adresse. Des fois, en jeu vidéo, on a une sorte d'illusion, puis c'est vrai que c'est le fun parce qu'on devient comme une communauté mondiale, puis on voit un Japonais, un Égyptien, une Française, puis on a l'impression qu'on parle la même langue. Mais c'est trompeur. Oui, c'est vrai que ça facilite les choses parce que c'est vraiment une communauté, mais par ailleurs, un Japonais, ça va rester un Japonais. Puis si tu gardes tes souliers quand tu rentres chez eux, ben, tu viens de faire une erreur. Puis l'Égyptien, si tu lui dis il est où le bar, là, ben, tu vas te tromper aussi. Là, parce que lui, il va te donner de la liqueur, puis ça va finir là. Fait il y a comme quelque chose à cette sensibilité-là, cette curiosité-là. Puis évidemment, ben, être curieux sur la concurrence, puis le marché, puis les tendances. Toujours se brancher sur les tendances. Puis c'est ça. Curiosité, c'est mon mot. Excellent. Merci, Pierre. On approche de la fin de notre webinaire. Je profite de l'occasion pour informer les gens qui se sont inscrits aujourd'hui. D'abord, les remercier de s'être rejoints donc, à notre webinaire sur le développement à l'international. Mais je profite de l'occasion pour mentionner qu'on a lancé tout récemment un nouveau programme de coaching qui s'adresse exclusivement au développement à l'international. Et les 4 panélistes qu'on a entendus aujourd'hui, ben, ce sont nos coachs pour ce nouveau programme qu'on a mis sur pied avec l'aide, je viens de souligner, avec l'aide financière de développement économique Canada. Donc, pour ceux et celles parmi l'audience qui voudraient en connaître davantage sur ce programme, bien, vous pourrez communiquer directement avec nous. On mettra dans quelques instants notre adresse courriel, grosso modo, c'est info@ciem.org. Alors, s'il y a un intérêt de votre côté, communiquez, ne tardez pas, les places sont limitées. Donc, je tiens à remercier nos 4 panélistes aujourd'hui d'avoir partagé je tiens à souligner leur remarquable, extraordinaire expérience à l'international. Ce n'est pas facile
de résumer en quelques mots, comme on l'a fait aujourd'hui, tous les enseignements qu'ils voudraient partager avec vous, mais je crois qu'on peut retenir des points extrêmement utiles de leur part. Et vous pouvez donc accéder à davantage de leur expertise en s'adressant à nous. On vous mettra en contact et évidemment avec le programme qu'on a mentionné, que j'ai mentionné il y a quelques instants, mais ça s'adresse justement aux entreprises qui veulent exporter. Donc, merci à nos panélistes. Et merci également à notre directrice des communications qui est toujours à l'œuvre. Elle est un peu dans l'ombre aujourd'hui. Je vois qu'elle suit au niveau des chats. Donc, Elsa Lebé, notre directrice des communications, et qui est la grande Manitou derrière tous nos webinaires qu'elle mène de maître d'œuvre. Alors, merci à vous tous. On a pratiquement terminé et on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Et j'invite donc tous les gens intéressés à suivre nos activités sur nos médias sociaux. Vous recevrez également, tous ceux et celles qui se sont inscrits, vous aurez également un enregistrement du webinaire d'aujourd'hui qu'on vous enverra par web. Alors, voilà. Là-dessus, je vous souhaite bon appétit. On est rendu à l'heure du lunch. Bonne fin d'après-midi et merci à nos panélistes et à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bonne chance à tous. Au Merci, revoir. au revoir.